Hey YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui eh bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et au programme d'aujourd'hui eh bien, je vais vous parler de la mémoire. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de la mémoire? Eh bien tout simplement parce que eh bien, la plupart d'entre nous on a repris les cours etc. et que eh bien, au-delà de nous eh bien, aussi les profs ont repris depuis un moment aussi les cours et que eh bien, pour les deux côtés on va dire, d'un côté les étudiants, de l'autre les profs, eh bien, il est intéressant de savoir comment est-ce que notre mémoire fonctionne et est-ce qu'il existe à partir de ce que l'on sait sur la mémoire, des méthodes qui peuvent eh bien, aller enfin, nous permettre justement d'avoir une bonne mémoire, de bien apprendre, etc. Parce que eh bien, la problématique étudiante va être d'avoir une bonne note à l'examen et que en plus de ça, la problématique, on va dire, des profs sera, en plus de celle d'avoir des bons résultats aux examens, et bien que les étudiants arrivent à bien apprendre et surtout à apprendre, enfin, à garder en mémoire tout ce qu'ils ont appris pendant de longues années, bien au-delà des examens. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va voir une méthode qui va permettre à la fois d'avoir une bonne performance le jour des examens, mais d'un autre côté, de permettre sur le long terme d'avoir une bonne mémoire. Donc c'est parti. Bon, alors juste avant d'attaquer la partie sur le cerveau et plutôt sur la mémoire, eh bien, je vais commencer à vous parler de muscles. Alors, on se calme tout de suite, hein, c'est juste une métaphore pour comparer un peu les deux. Alors, je pense que vous le savez, mais c'est toujours bon de le rappeler, si vous souhaitez vous muscler, eh bien, il va falloir que vous enchaîniez plusieurs exercices. Ça va vous permettre de travailler différents muscles de différentes manières. Et ça, eh bien, il va falloir le répéter, et ce, de manière régulière. Bon, là, vous commencez à être musclé, etc. Et puis, il y a un moment, pour raison X ou Y, eh bien, vous décidez d'arrêter pendant, disons, quelques semaines à quelques mois. Et bien là, dans ce cas-là, vous allez avoir un phénomène de fonte musculaire. Le phénomène, il est tout à fait logique, normal. L'idée, c'est que, eh bien, pourquoi est-ce que j'allais dire le cerveau, mais pourquoi est-ce que le corps, eh bien, garderait quelque chose, ici en l'occurrence des muscles développés, du moins plus développés qu'avant, eh bien, si finalement ils ne servent à rien, du moins pas plus que la normale. Donc oui, le corps va faire en sorte de perdre des muscles. Et puis ensuite, eh bien, si jamais vous décidez de reprendre la musculation, eh bien là, déjà, vous allez reprendre plus facilement par rapport à la première fois. Et en fait, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'un phénomène épigénétique de la part des cellules musculaires, tout simplement parce que, eh bien, elles se sont déjà habituées. La première fois, elles ont pris du muscle rapidement, entre grands guillemets. Donc, eh bien, la deuxième fois, ce sera plus simple de reprendre du muscle. Bon, là, vous allez me dire, ouais, Thibaut, t'es bien gentil, mais là, tu nous parles de muscles, nous, on est là pour parler de mémoire et tout, c'est quoi le rapport entre les deux? Bah, et finalement, est-ce que notre mémoire ne fonctionnerait pas un peu, finalement, comme des muscles? Du moins, dans la grande idée. Est-ce que le no pain, no gain de la musculation ne s'appliquerait-il pas aussi à, justement, la mémorisation? Et justement, les neurosciences cognitives eh bien, nous permettent d'en apprendre un peu plus sur à la fois le cerveau et plus particulièrement sur la mémoire. Et puis d'un autre côté, elles vont également nous permettre de comprendre quelles sont des méthodes qui sont efficaces pour eh bien, justement améliorer notre mémoire et mieux apprendre. Et justement, eh bien, les neurosciences cognitives ont trouvé une méthode qui s'approche un peu du no pain no gain de la musculation et qui permet d'avoir une très bonne performance scolaire, mais également une performance à long terme, une très bonne mémoire à long terme. J'ai nommé les desirable difficulties. En français, ça donne les difficultés désirables, hein, mais bon, pour me la péter un peu, je vais utiliser le terme anglais, hein, parce que j'ai un bon accent, donc j'en profite. Bref, c'est parti. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet des Desirable Difficulties, évoquons un peu l'histoire de eh bien, ce concept. Il y a eu à la fin des années 60 au Canada un mouvement étudiant, notamment chez les étudiants en médecine, qui ont commencé à se plaindre en disant que eh bien, les cours magistraux qu'ils avaient donnaient trop de connaissances théoriques à connaître et que eh bien, c'était un peu trop décalé de la réalité finalement. Et donc eh bien, leur motivation ainsi que leurs notes eh bien, empírissaient. Et donc, on a eu un enseignant du nom de Barrows qui, au début des années 70, s'est intéressé à ce phénomène et surtout s'est dit, bah tiens, essayons de proposer une nouvelle méthode.
Il a alors proposé, et surtout il a élaboré, une méthode qui était qui changeait un peu de ce qu'ils avaient l'habitude, les étudiants en médecine. J'ai nommé la méthode par apprentissage par résolution de problèmes. L'idée derrière ça, c'est que les étudiants de médecine auront acquis des connaissances théoriques durant leurs cours magistraux, donc leur CM, et puis il serait intéressant qu'ils puissent utiliser cette connaissance-là qu'ils auront acquis dans des problèmes qu'ils sauront résoudre grâce à ces connaissances. Alors évidemment, ce ne sont pas des problèmes trop difficiles, sinon ils ne pourraient pas répondre, mais c'est à leur portée. Et quand Barroso a appliqué donc cette méthode à ses étudiants en médecine, il a alors observé une augmentation de leurs notes ainsi qu'une amélioration de leur motivation. Et depuis, on a appliqué cette méthode dans notre éducation, dans notre système éducatif français, et ça a donné à ce qu'on appelle les TD, les travaux dirigés. Et puis c'est également un peu à partir de ce moment qu'on a commencé à remettre un peu en question la manière dont on apprenait et surtout la manière dont on faisait apprendre les connaissances aux étudiants. Et puis en plus de ça, quelques années plus tard, ça a donné l'élan qui est apparu avec les neurosciences cognitives autour des Desirable Difficulties. Pour comprendre l'intérêt des Desirable Difficulties dans l'apprentissage, il va falloir faire la différence entre d'un côté la performance de l'étudiant et d'un autre côté le degré d'apprentissage du matériel appris. Alors la performance, ça fait référence à quoi? De manière assez simple, c'est ce qu'on peut observer, mesurer, et donc dans le domaine éducatif, ça va être en gros la note qu'il a obtenue à un examen. Le degré d'apprentissage du matériel appris, lui, c'est un peu différent, ce n'est pas du tout observable, et en fait, ça fait plus ou moins référence à la capacité d'une personne à maintenir une connaissance en mémoire, sur le long terme. Et le truc, c'est que le degré d'apprentissage, on va plus ou moins l'inférer à partir de la note, de la performance. Le hic, c'est que entre les deux, il n'y a pas réellement de lien. On peut avoir par exemple une très bonne performance, mais avoir un degré d'apprentissage qui est lui très faible. Si par exemple, vraiment un exemple, je vous présentais là de manière très répétée, c'est-à-dire plusieurs fois d'affilée, la phrase « le cerveau a du flow » est vraiment une très bonne chaîne et il faut que je pense à m'y abonner. C'est que du hasard cette phrase. Si jamais je vous la présentais par exemple 10 fois d'affilée, et que, disons 2 ou 3 minutes après tout ça, je vous demandais de répéter la phrase, là, la plupart d'entre vous, du moins je l'espère, vous auriez tous une très bonne note, vous seriez tous capables de me réciter la phrase. C'est tout à fait normal, l'information étant fraîche et répétée, voilà, là-dessus, aucun problème. Par contre, si là, je décidais, disons, 1 ou 2 mois après vous avoir présenté la phrase, de me la réciter, là, plus personne ne serait capable de me la réciter normalement. Bon, sauf ceux qui sont abonnés, évidemment. Bon, là, c'est tout à fait normal, et ça paraît logique, puisque je vous ai présenté 10 fois d'affilée une phrase, et puis il s'est passé un très long laps de temps, et donc c'est normal que vous ayez perdu l'information en mémoire, finalement. A l'inverse, on peut avoir une très faible performance, mais un très bon degré d'apprentissage. Bon, là, les études sont peut-être un peu plus bancales, mais c'est toujours possible et cohérent. Je vous les présente pas, mais voilà, il faut savoir quand même que c'est également possible d'avoir une faible performance, mais un fort degré d'apprentissage. Et on a mené des études à la fois chez les animaux, mais également chez les humains. Et dans notre problématique scolaire, cette distinction entre la performance et le degré d'apprentissage est plus qu'importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut, nous, en tant qu'étudiants, avoir l'impression qu'on aura une très bonne performance, du moins qu'on a une très bonne performance. Typiquement, ça peut être quand on vient de réciter son cours, donc l'information étant fraîche, et là, on se dit, tiens, je la connais super bien cette leçon, je comprends tout et tout. Voilà, on passe à autre chose, et puis voilà. Pourtant, finalement, les études montrent que c'est pas toujours vrai. Et d'ailleurs, c'est même un peu souvent l'opposé qui se passe. Bon, et maintenant qu'on sait qu'on a cette différence entre la performance et le degré d'apprentissage, il va falloir qu'on comprenne pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il va falloir qu'on s'intéresse à notre mémoire et plutôt à comment elle fonctionne. Alors la mémoire, elle va se découper en 4 grandes phases, et ces 4 grandes phases sont toutes plus importantes les unes que les autres pour avoir une très bonne mémorisation. Il y a 4 étapes, l'encodage, le stockage, le rappel ou la récupération, et puis enfin l'oubli. Oui, l'oubli est important, on verra après.
Tout d'abord, eh bien, l'encodage. L'encodage, pour faire simple, eh bien, c'est quand on va faire rentrer de l'information dans notre mémoire. Alors ça passe par exemple via nos sens, hein, très généralement c'est le cas, et ça peut être typiquement eh bien, quand on lit une information, un livre ou, voilà, ou son cours. Ensuite, le stockage, bon là je pense que vous comprenez un peu l'idée. L'idée c'est de faire rester en mémoire, enfin de faire stocker tout simplement dans notre mémoire de l'information. Bon là, de la manière dont je vous l'ai présenté, on pourrait croire que c'est un phénomène qui est passif, pourtant dans les faits c'est un phénomène qui est justement actif, et en fait ce qui va se passer c'est que quand on va stocker de l'information en mémoire, eh bien on va la relier à d'autres informations qui sont déjà elles-mêmes présentes dans notre mémoire. Et de cette manière, on va dire en gros qu'on va créer une espèce pardon, de réseau d'informations. Le rappel ou la récupération d'informations, ça fait référence tout simplement au fait de ressortir, entre grands guillemets, quelque chose de notre mémoire. Alors là aussi, c'est un phénomène qui est actif, puisqu'il va falloir déjà retrouver l'information, donc entre guillemets, retrouver le chemin vers la localisation de l'information, et puis enfin, il va falloir ressortir l'information de notre mémoire. Et enfin, pour terminer, quatrième étape, l'oubli. On l'oublie souvent, justement, hein, je sais, que eh bien, le fait d'oublier une information, c'est important pour notre mémoire, tout simplement parce que eh bien, on a certaines informations dont on ne va plus se servir, ou plutôt on ne s'en sert plus, et donc eh bien, on va les oublier. Ça va permettre, entre grands guillemets, là aussi, de libérer un peu d'espace, même si on pense que la mémoire est plus ou moins illimitée, du moins. On n'a pas trouvé de preuve de limite de la mémoire, donc on part du principe que c'est limité, mais bref. Donc voilà, l'oubli va permettre justement ça, d'oublier, de libérer de l'espace. Et si vous vous rappelez de la métaphore que j'avais faite avec les muscles, eh bien normalement vous devriez trouver quelques similitudes un peu entre les deux, notamment sur la phase d'oubli. Pour être un peu plus précis, avec la phase de récupération de l'information, eh bien il faut savoir que cette phase, donc comme je l'avais dit, est une phase qui est active. Pour être un peu plus précis, avec notamment la phase de récupération de l'information, eh bien, il faut savoir que les processus qui sont mis en jeu eh bien, vont venir interférer et vont renforcer l'information en mémoire. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça va venir interférer avec la mémoire, enfin du moins avec l'information qui est présente en mémoire? Eh bien tout simplement parce que quand on va récupérer une information en mémoire, on va la reconstruire. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, l'information va être fragilisée. Elle peut être légèrement modifiée. Et c'est en ça que eh bien, c'est faillible. En plus de ça, eh bien, pour récupérer de l'information, cela va dépendre de certains indices. Ça peut être par exemple des indices qui vont être plus implicites, ça peut être par exemple l'environnement dans lequel on fait le rappel, et puis on va avoir d'autres indices qui, eux, vont être explicites. Ça va être par exemple une question lors d'un examen. Ensuite, pourquoi je dis que ça vient renforcer l'information en mémoire? Eh bien tout simplement parce que récupérer de l'information va nous permettre de la rafraîchir, si vous voulez. On a plein d'études qui montrent que bien justement, récupérer une information en mémoire va permettre d'avoir une meilleure mémorisation de cette information, par rapport à si l'information n'était pas récupérée. Donc, en d'autres termes, au final, la récupération d'informations va nous permettre de plus ou moins interférer avec l'information, la déformer, même si ça c'est surtout valable pour les souvenirs, d'où le fait qu'on ait des faux souvenirs, c'est pas le sujet de la vidéo. Et surtout, eh bien, dans notre problématique scolaire, ça va nous permettre de la renforcer, de renforcer l'information en mémoire. Bon, en tant que je vous ai présenté la mémoire et les grandes lignes de son fonctionnement, eh bien, il serait temps que je vous présente les Desirable Difficulties, et surtout, eh bien, en quoi elles sont efficaces pour améliorer notre mémorisation. Et donc, que vous soyez étudiant, prof ou futur prof, n'hésitez pas à prendre des notes sur ce qui va suivre, parce que eh bien, c'est les grands principes, on va dire, des Desirable Difficulties, donc eh bien, ça peut être intéressant. La première Desirable Difficulty, eh bien, ça va faire référence au fait qu'il faut varier le contexte d'apprentissage. L'idée derrière ça, eh bien, c'est que tout simplement, si on apprend toujours le matériel dans un seul et même environnement, par exemple, eh bien là, si jamais on veut récupérer l'information dans un autre contexte, eh bien là, on aura du mal. Donc, eh bien, il faut varier les contextes d'apprentissage. En plus de ça, ça a un énorme avantage, c'est que ça va décontextualiser l'information.
Donc elle n'aura plus besoin d'un indice de récupération de type contexte pour être récupérée. Donc typiquement, eh bien, si vous apprenez quelque chose qui est décontextualisé, eh bien, vous pourrez, par exemple, que ce soit lors d'un examen, mais également lors de votre vie professionnelle, vous pourrez la récupérer, cette information. Et ça, eh bien, c'est super utile pour à la fois avoir une bonne note le jour de l'examen, mais à la fois, eh bien, pouvoir mémoriser, on va dire, sur le long terme. Donc, pour apprendre quelque chose, et surtout correctement, pensez à varier les contextes d'apprentissage, que ce soit chez vous, à la bibliothèque, dans une salle de cours, mais également ça peut être dans des endroits qui sont un peu plus bruyants, typiquement une cafétéria par exemple. Évidemment, hein, on oublie les lieux de passage, typiquement les gares, hein, on est d'accord là-dessus. Et évidemment, ça s'applique à la fois à la connaissance théorique, mais également à la pratique. Donc si jamais vous souhaitez apprendre un geste, par exemple couper ou peindre, eh bien pensez à changer par exemple le matériel avec lequel vous faites le geste, ou également le plan de travail par exemple. Et puis pour les profs, eh bien n'oubliez pas de varier les exemples ainsi que le type de problème que vous proposerez à vos étudiants. Deuxième desirable difficulty, pensez à espacer les sessions d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si jamais vous faites une grosse session d'apprentissage, typiquement c'est le cas avant les examens, hein, on va bachoter notre cours afin d'être en forme le jour de l'examen, entre grands guillemets. Eh bien, alors certes, c'est efficace sur le court terme, et là-dessus on est tous d'accord, par contre sur le long terme, ça ne sera pas efficace. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, vous ne ferez pas de la récupération d'informations, et on sait que, eh bien, si on récupère souvent de l'information, cette information sera renforcée. Donc, eh bien, elle durera plus, si vous voulez, dans notre mémoire. Donc pensez du coup à espacer les sessions d'apprentissage tout au long de l'année, par exemple. Alors après tout ça, troisième desirable difficulty, il faut que je vous parle de l'entrelacement et du blocking. Alors, je suis désolé, c'est de la traduction de l'anglais, hein, même si blocking c'en est pas, mais bref. Donc voilà, je pense que vous allez quand même comprendre. Le blocking, c'est quoi? C'est l'idée que quand on fait une session d'apprentissage, on va tout le temps apprendre le même sujet. Alors ça aussi, c'est efficace sur le court terme, mais sur le long terme, ça l'est un peu moins. A contrario, pour bien, renforcer le long terme, on va plutôt privilégier l'entrelacement. L'entrelacement, c'est quoi? C'est que bien, pendant une seule session d'entraînement ou d'apprentissage, bien, on va voir différents sujets. Alors, il y a différentes explications sur bien, les bienfaits de l'entrelacement sur le long terme. C'est que dans un premier temps, bien, ça va forcer l'étudiant ou l'apprenant, comme vous voulez, bien, à se concentrer sur les similarités ainsi que sur les différences entre les sujets d'apprentissage. Enfin, sur les sujets qu'il souhaite apprendre. Donc, bien, comme on se concentre plus, bien, on va renforcer, on va faire un traitement de l'information qui sera plus profond, et qui dit que le traitement d'information sera plus profond, dit que l'apprentissage sera de meilleure qualité. La deuxième explication, bien, c'est tout simplement que comme on va sur une seule et même session d'apprentissage ou d'entraînement, on va voir différents sujets, et qu'on va passer d'un sujet A, puis à un sujet B, à un sujet C, puis on va revenir au sujet A, B, C, etc., etc., eh bien, ça va demander à l'étudiant ou à l'apprenant, comme vous voulez, eh bien, de se souvenir de ce qu'il avait vu avant. C'est-à-dire que quand on aura fait par exemple l'ABC et qu'on repassera à A, eh bien, il va falloir qu'il se ressouvienne de ce qu'il avait vu la première fois en A. Et ça, en blocking, on ne peut pas le faire, vu comme on voit qu'un seul et même sujet. Après l'entrelacement, quatrième desirable difficulty, il va falloir générer de l'information, et donc ça passe par les tests. Alors, qu'est-ce que je veux dire par générer de l'information? Eh bien, ça peut être par exemple quand on pose une question à quelqu'un, il va donc devoir générer une réponse, et le fait de générer une réponse, ça va, pour lui, eh bien, ça va permettre de mieux apprendre la réponse, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien, l'idée derrière ça, c'est qu'on va devoir passer des tests pour nous-mêmes générer de l'information. Alors, quand je parle de tests, hein, c'est très large, ça va de l'anal à d'autres trucs, et typiquement, les annales d'examen sont un excellent moyen pour bien, renforcer de l'information en mémoire, via la génération justement que ça demande, et c'est pour ça que, bien, dans la plupart des cas, les meilleurs étudiants, bien, ils auront toujours dans leur méthode de travail les annales d'examen. Et puis, au-delà du fait que pour générer de l'information, il faut aller la chercher, bien, le fait de générer de l'information, ça va nous permettre de la rappeler, de la récupérer. Et donc, bien, qui dit récupérer de l'information, dit qu'on va renforcer la trace mnésique, on va dire, de l'information en mémoire. Et d'un point de vue un peu plus concret, qu'est-ce que passer des tests signifie? Alors, ça peut être faire des annales d'examen,
Ça peut être résumer son cours ou un chapitre, mais ça peut se faire également en groupe, où on peut par exemple bosser en groupe et se poser mutuellement des questions sur le cours, alors que des questions un peu de plus en plus potentiellement difficiles, ou n'importe, plus ou moins difficiles, et voilà. Et enfin, cinquième desirable difficulty, il faut que j'évoque avec vous la lecture. Pourquoi la lecture? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la meilleure façon de transmettre une connaissance, au-delà de l'oral et du cours, c'est de le faire via le papier, via le cours. Donc, on va, les étudiants et les apprenants vont énormément lire de l'information. Le problème, c'est que lire de l'information, c'est automatique, et que ce n'est pas forcément très engageant, entre grands guillemets, pour notre système cognitif et notre mémoire. Donc, un moyen, on va dire, entre guillemets, de renforcer l'apprentissage via la lecture, ça va être de rendre la lecture un peu plus difficile. J'ai bien dit difficile, pas impossible, on est bien d'accord là aussi. Typiquement, un moyen de le faire, ça va être de rendre une police d'écriture plus illisible. Pareil, plus illisible, il ne faut pas que ce soit trop le cas non plus, tout simplement parce que sinon c'est impossible de le faire. Donc il faut qu'il y ait le juste milieu entre guillemets. Et un exemple justement de police d'écriture qui est à la fois entre grands guillemets illisible, mais qui permet tout de même de bien lire et du coup renforcer l'apprentissage, c'est Sans Forgatica. Je vous mets un exemple là, normalement, si je ne me trompe pas. Et justement, ce type de police d'écriture, comme elle va rendre la lecture plus difficile, il faut que l'étudiant ou l'apprenant se concentre plus. Et comme on a vu tout à l'heure, comme on se concentre plus, on va avoir un traitement de l'information qui est plus profond, et donc un meilleur apprentissage. Bon, on a vu maintenant les 5 grandes catégories, on va dire, de desirable difficulties. Il faut tout de même que j'insiste sur le terme désirable. Pourquoi? Tout simplement parce que les difficultés qu'on va mettre en place durant l'apprentissage, elles doivent être difficiles, challengeantes, c'est le principe du no pain no gain par exemple, mais il ne faut pas que ce soit trop difficile, tout simplement parce que si c'est trop difficile, on n'arrivera pas à encoder normalement l'information, etc. Le principe des desirable difficulties, c'est tout de même de renforcer à la fois l'encodage, le stockage, mais également et surtout la récupération d'informations, pour éviter l'oubli, même si l'oubli reste important. Et pour finir un peu mon parallèle avec la muscu, le no pain no gain, il a exactement le même principe, c'est-à-dire que pour se muscler par exemple, il faut soulever de la fonte de plus en plus lourde, mais pas trop lourde, sinon on risque de se blesser. Là c'est exactement le même principe. Et si dans la vidéo que je viens de vous faire, la grande partie de la vidéo porte sur la théorie et sur le fonctionnement de notre mémoire, c'est parce que je considère qu'il est super important de comprendre comment notre mémoire fonctionne pour justement, entre guillemets, l'avoir avec nous, si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas, si on peut, mais si on veut élaborer une méthode de travail, il est super important de comprendre comment notre mémoire fonctionne pour justement que notre manière de travailler aille dans le sens du bon fonctionnement de notre mémoire. On ne peut pas avoir une méthode de travail qui soit efficace, mais qui rentre pas dans le cadre, si vous voulez, du fonctionnement de notre mémoire. C'est impossible. Donc, si vous souhaitez créer votre propre méthode de travail, il va falloir forcément qu'elle réponde à tous les critères de la mémorisation. Et donc, dans ce cas-là, référez-vous à la première partie où je parle pas mal de mémorisation, de mémoire, etc. Et à la limite, inspirez-vous des desirable difficulties si vous voulez implémenter quelque chose dans votre programme d'apprentissage, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, pour les profs, c'est super important de savoir comment la mémoire fonctionne, tout simplement parce que, au-delà du fait qu'il faut créer une méthode de travail qui aille dans le sens du fonctionnement de la mémoire, c'est important pour eux aussi de transmettre l'information, la connaissance surtout, de comment notre mémoire fonctionne. Je veux dire, au-delà de la performance, les profs ont aussi comme objectif, ou comme devoir, j'ai envie de dire, même, de transmettre de l'information, mais dont la rétention en mémoire reste soit sur le long terme, quoi. Le but, c'est pas simplement que les étudiants ils aient une bonne note à l'examen, c'est que ce qu'ils apprennent dure dans le temps. Et justement, leur faire apprendre le fonctionnement de la mémoire, c'est une très bonne opportunité plutôt justement réussir à ce qu'ils trouvent une méthode qui leur aille et que, voilà, tout simplement, ils
ils arrivent après dans leur vie de tous les jours à avoir une très bonne mémorisation, si je peux dire, sur le long terme. Et puis un peu toujours dans l'idée de partager la connaissance, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez mis en place, par exemple si vous êtes prof, si vous avez mis en place une méthode qui permette aux étudiants d'avoir une bonne note, que ce soit motivant et qu'en plus de ça, ça soit efficace sur le long terme. Et puis si vous êtes étudiant, bah, n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire votre méthode de travail, si ça se rapproche un peu du concept des Desirable Difficulties, ou si, bah, pas forcément, mais ça fonctionne aussi. Enfin bref, voilà. De toute façon, chaque méthode est unique. Enfin, il n'y a pas de méthode universelle, généralisable à tout le monde. C'est très particulier, et donc, eh bien, peut-être en donnant l'information sur des méthodes de travail que vous faites, eh bien, ça peut donner des idées à d'autres, et voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, hein, que ce soit à des étudiants, à des profs, futurs profs, etc. C'est important de savoir comment la mémoire fonctionne, etc. Parce que bah, tout simplement, ça serait dommage qu'on se prive d'une information pareille. Puis bah, c'est gratuit, donc, donc voilà. Et puis même si j'ai pas la prétention de fournir la connaissance absolue, ultime, de la méthode qui permet de tout apprendre, ça reste une méthode qui est efficace et dont les neurosciences cognitives nous l'affirment. Donc voilà. Et puis enfin, n'hésitez pas si jamais vous avez oublié la phrase que je vous avais demandé d'apprendre au début, n'hésitez pas à vous abonner parce que bah, pour moi déjà ça va permettre de développer la chaîne et puis pour vous ça va vous permettre de ne pas rater les prochaines vidéos quand je les mettrai en ligne dans votre fil d'abonnement. Enfin, si YouTube décide comme d'hab de les mettre. Et puis bah, moi sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, à la prochaine.